Monsieur le ministre, quelles sont vos impressions générales sur la tenue de cette conférence? Eh bien, avant de vous donner mon impression sur le déroulement de la conférence, en particulier sur le groupe de travail numéro 2 où je suis inscrit, c'est-à-dire les investissements, je voudrais tout d'abord que j'étais très sensible à l'accueil particulier qui a été réservé à la délégation de la République soudanaise par la Chambre de commerce de Marseille, la plus importante certainement de la France, mais aussi la plus ancienne du monde. Au nom de notre délégation, je la remercie bien vivement. D'abord, j'ai été fortement impressionné et par l'importance des délégations et par leur diversité. Eh bien, cette conférence économique des pays de la zone franc de Méditerranée et d'Afrique, ayant pour thème l'étude des rapports entre la France et les pays de la zone franc d'Afrique dans le cadre de la communauté économique européenne, est sans doute la plus importante qui se tient chaque année depuis 33 ans par les jeunes États, pour les jeunes États de l'Ouest africain, à un moment précis de l'éclatement de l'ex-AOF où les économies demeurent complémentaires. L'essence des interventions des uns et des autres, en particulier des spécialistes des problèmes économiques africains, atteste d'une façon éclatante que cette balkanisation est un grave préjudice et handicap sérieux à l'économie de nos États. Les travaux auxquels je viens de participer dans le groupe des investissements constituent un enseignement pour moi, car si le développement économique requiert un minimum d'investissement matériel et de formation intellectuelle, le plein emploi conditionne la mise en œuvre de celui-ci et l'application de la thèse développée sur les méthodes actives de développement sera déterminante pour l'évolution économique et sociale de l'Ouest africain en général et du Soudan en particulier, pays à vocation essentiellement agricole. Je pense que dans le domaine des investissements publics ou privés, les garanties ne peuvent être données que dans un cadre strictement national à définir par l'État lui-même, et ce qui compte surtout pour l'investisseur, c'est l'intérêt de l'investissement et sa rentabilité à courte ou longue échéance. En conséquence, ils doivent être faits dans le cadre général de la planification économique du pays, ce qui sous-entend toute la planification de l'économie. Mais monsieur le ministre, qu'entendez-vous par balkanisation des territoires africains? Eh bien, balkanisation, vous voyez, par la balkanisation, j'entends par exemple que des territoires qui ont des liens économiques, des liens sociaux, des liens culturels, de par l'éclatement de la fédération, ne possèdent plus et mettent fin par exemple à leur union communautaire. Je vous remercie. Je voudrais poser une dernière question. Les garanties demandées par les investissements privés ne sont-elles pas non plus des garanties politiques en dehors des garanties fiscales et juridiques? Eh bien, les garanties demandées par les investissements privés sont accordées en général, sont garanties par l'effort que fournit l'État lui-même sur le plan national. Et ce qui compte naturellement, cet engagement a son sens très délicat parce que ça dépend du fait que l'État, de l'intérêt que l'État accorde, par exemple, à cet investissement. Nous avons demandé à M. Fofana Abdoulaye, ministre de la Santé de la Fédération du Mali, de bien vouloir nous dire s'il était satisfait des résultats de cette conférence. Nous venons de tenir à Paris une conférence sur la santé, sur le thème général de la jeunesse et sur le double point de vue de la santé et de l'éducation. Cette conférence a, à mon sens, un intérêt positif. C'est d'abord qu'elle a réuni les divers ministres intéressés des États de la communauté et a permis de procéder à des échanges de vues très complets, très francs. Et au cours de cette réunion,
un certain nombre de principes a pu être dégagé. D'abord, la nécessité sur le plan de la santé publique de coordonner nos actions, surtout en ce qui concerne la lutte contre les grandes endémies. Et sur ce plan-là, les ex-territoires de l'AOF avaient déjà fait un effort appréciable à Bobo-Dioulasso. Nous nous sommes aperçus que cet effort a été apprécié sur le plan métropolitain et ce que nous avons mis sur pied en AOF, nous le tenons à la disposition de tous les autres États de la communauté qui en apprécieraient la valeur. Sur le plan de l'éducation, le thème général sur lequel se sont déroulées les conversations est essentiellement le problème de la relève du personnel. Ce problème de la relève est très important à la veille de la fermeture des classes et avant l'ouverture prochaine. Cette conférence portant sur l'enseignement et sur la relève du personnel a permis aux États qui ont participé à cette conférence de faire le point de la situation en ce qui les concerne. D'abord, de faire le point de leurs besoins, de faire préciser par la République française également l'état des disponibilités en personnel. Et cela a permis aux uns et aux autres de formuler leurs besoins et de connaître les limites de la métropole en matière de fourniture de personnel. Le travail tel qu'il a été fait constitue un travail intéressant puisque, à l'heure qu'il est, chacun des États de la communauté, sans être assuré d'avoir ses besoins entièrement couverts, est tout de même en mesure de voir la plupart de ses besoins presque assurés d'être couverts. Et je crois que c'est un résultat appréciable. Le travail n'est pas fini. Les candidatures continuent à affluer. L'effort pour dépouiller ces candidatures demandera encore un certain temps. Mais d'ores et déjà, le ministère de l'Éducation nationale de la République française nous a donné l'assurance qu'elle s'emploierait du mieux qu'elle peut à assurer nos besoins en personnel avant la rentrée prochaine. Et c'est, je crois, sur cette impression très réconfortante qu'a pris fin la conférence portant sur l'enseignement. Fait sans précédent dans l'histoire de l'Afrique, le 20 juillet 1959, à Bamako, se sont réunies des femmes de plusieurs États afin d'étudier les problèmes de l'évolution de la femme dans la société africaine. Il y avait des représentantes du Dahomey, de la Haute-Volta, de la Sénégal et du Soudan. Madame Diop Sira, vous étiez présidente de ce congrès et vous êtes présidente de l'Union des femmes du Soudan. Pouvez-vous nous dire quel est l'âge moyen des femmes, quel était l'âge moyen des femmes des congressistes? D'après le rapport des mandats, l'âge moyen des congressistes était de 29 ans. La plus jeune avait 18 ans et la plus âgée avait 39 ans. Et de quel milieu social appartenait-elle? Il y avait un gros pourcentage d'institutrices, beaucoup de sages-femmes et quelques ménagères. Les ménagères étant en minorité. Oui. Et vous-même? Moi-même, je suis institutrice. Et au cours de ce congrès, vous avez adopté 2 résolutions, entre autres 2 résolutions hardies. La première demandant la suppression de la polygamie en 1960, la deuxième demandant un contrôle sévère des écoles dites coraniques. Je ne vous parlerai pas des remous que votre décision sur la polygamie a suscité parmi l'élément masculin, mais bien de votre position vis-à-vis de la religion islamique qui est suivie par 90% de notre population. Ne craignez-vous pas d'entrer en conflit avec les personnalités religieuses? Je ne pense pas quant à la polygamie qu'on met sur le plan religieux, parce que la polygamie, si elle est autorisée par la religion musulmane, elle n'est pas du tout imposée. La religion musulmane autorise la polygamie, chacun peut bien aller jusqu'à 4 femmes, mais à condition de pouvoir les traiter toutes les 4 également. Et je ne crois pas que ce soit le cas. C'est ça, vous pensez que ce n'est pas le cas du tout? Ce n'est pas le cas. Mais malgré tout, vous êtes contre l'islam,
puisque l'islam autorise la polygamie alors que vous voulez la supprimer. Oui, il y a une autorisation qui est donnée dans la mesure où les gens peuvent remplir les conditions qui sont données en même temps que l'autorisation. Il y a droit et devoir. Enfin, depuis la fin du congrès, vous n'avez pas reçu de revendications des marabouts? Non, nous n'avons pas reçu parce que j'ai même entendu qu'il y a une conférence, au contraire, d'une union musulmane qui va appuyer justement nos revendications dans le sens, par exemple, des écoles coraniques. Ah oui, parlez-nous des écoles coraniques. Parce qu'il y a des écoles qui sont dites coraniques, mais ces écoles coraniques ont charge de prendre des jeunes enfants et de les instruire dans la loi musulmane. Et nous voyons ces jeunes enfants qui ne suivent pas du tout les cours de l'école parce que toute la journée ils sont dans les rues, toute la journée ils sont à courir pour mendier quelque chose qu'ils apportent au maître, et ce n'est pas ça du tout l'esprit de l'école coranique d'après le Coran lui-même. Qui dit? Qui dit que les enfants doivent être instruits dans la loi et tenus par leur maître. Le maître doit les surveiller, le maître doit remplacer pour ces enfants leurs parents, parce que les parents confient les enfants au maître et le maître doit remplacer les parents et non envoyer les enfants mendier. Et pensez-vous que les gouvernements respectifs vont se plier à vos revendications? Enfin, lors de la clôture, nous avons eu l'occasion déjà d'entendre M. Modibo Keïta, président du Mali et président de la République soudanaise, nous confirmer qu'il tiendrait nos revendications, qu'il tiendrait compte de nos revendications. Et je crois que les gouvernements des autres États aussi mettront leur attention quand même sur nos revendications et apporteront quelque chose de nouveau sur le sort des femmes. De toute façon, même si toutes les résolutions n'étaient pas étudiées en particulier, le Congrès des femmes aura quand même sa raison d'être. Il montrera aux populations que les femmes sont décidées à sauvegarder leurs droits, qu'elles savent qu'elles ont des devoirs, bien sûr, depuis longtemps elles le savent, mais qu'elles ont aussi des droits et qu'elles réclament de rentrer dans leurs droits. Eh bien, Madame Diop Sira, je vous remercie. Ici Louis Sédéjos qui vous parle de la cour d'honneur du Palais de l'Élysée. Cette 5e session du Conseil de la Communauté se tient cette fois de nouveau à Paris après avoir été tenue la dernière fois à Tananarive. C'est donc dans un cadre historique, dans ce Palais de l'Élysée, que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas encore, que se tiendra une session dont on sait dès maintenant, alors que nous sommes encore au début, qu'elle sera extrêmement importante pour l'avenir de la communauté. Le palais lui-même se présente comme tant d'autres palais parisiens du XVIIIe siècle, avec une grande colonnade sous laquelle nous nous trouvons d'ailleurs, et c'est par cette entrée principale que entreront tout à l'heure les ministres. Au micro, Pierre Danlou. Louis Sédéjos vient de vous présenter la cour d'honneur et le palais de l'Élysée. Je vais maintenant vous parler de ce 5e conseil exécutif de la communauté qui s'est ouvert à 15h15 hier, jeudi 10 septembre, à Paris. La France, la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan, la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et Madagascar étaient évidemment représentés à ce conseil exécutif. La première phrase prononcée par le général de Gaulle, président de ce conseil exécutif et de la communauté, était la suivante: « Messieurs, la 5e session du Conseil de la communauté est ouverte. » 22 chefs de gouvernement et ministres des États de la communauté étaient présents. Présentez. Stop. Chaque chef de gouvernement arrivant à l'Élysée était salué successivement par 2 gardes républicains à cheval de part et d'autre du grand portail de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Puis, dans la cour d'honneur, un détachement de la garde républicaine à pied présentait les armes, tandis qu'une musique jouait, comme vous l'entendez en ce moment, au chant.
Passant ensuite entre une double haie de cavaliers de la garde, sabre au clair, massés sur le perron principal, ainsi que dans le grand vestibule, les chefs des gouvernements étaient entrés dans le salon Murat, où ils avaient été accueillis par M. Jeannot, secrétaire général de la communauté. C'est ainsi que nous avons vu successivement M. Hubert Maga, M. Dako, M. Mokta Ouldada, M. Michel Debré, M. Modibo Keïta, M. Amaï Diori, M. Tombalbaye, M. Fulbert Youlou, M. Tsiran, M. Mamamoudia, M. Léomba, M. Yameogo, et le dernier entré était M. Oufouette-Boigny. Une foule assez considérable de badauds parisiens était massée en face du palais de l'Élysée pour assister à cette cérémonie et qui se reproduit à chaque réunion du Conseil exécutif. Mais ce Conseil exécutif a été assez surprenant. Surprenant parce que nous n'avons pu avoir aucun renseignement. Tous les renseignements que nous pourrons vous donner sont des renseignements secrets. Secrets, et je m'entends en prononçant ce mot. Secret car aucun participant de ce Conseil exécutif n'a voulu nous confier quelque chose. Mais voici ces déclarations. Et ces déclarations, croyez-moi, nous les avons tous attendues. Mes camarades de la presse filmée, de la presse radiophonique, de tous les postes qui existent de langue française, nous les avons attendues. Dans la salle de presse de l'Élysée, nous avons attendu longtemps, jusqu'à 19h15, et voici ce qu'à 19h15, hier soir, nous avons pu recueillir. Monsieur Modibo Keïta. Eh bien, demain, nous continuons nos travaux. Vous savez que les débats du Conseil exécutif doivent être entourés du secret de confidence. Et demain, le secrétaire général vous lira le communiqué final. Ici Pierre Danlou qui vous parle de Paris. Ce matin avait lieu à l'Élysée la seconde réunion du 5e Conseil exécutif de la communauté. À 9h30, les portes du salon des ambassadeurs se sont refermées sur les premiers ministres des États membres. Elles ne devaient se rouvrir que vers 13h pour permettre aux 41 personnalités d'assister au déjeuner offert par le général de Gaulle dans la grande salle des fêtes. À 14h30, tous les ministres et le président de la communauté se retrouvaient dans le calme du parc de l'Élysée où plus de 100 photographes, caméramans et journalistes prenaient clichés et notes. À 14h45, M. Jeannot, secrétaire général de la communauté, donnait lecture à la presse du communiqué final de cette 5e session du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif de la communauté s'est réuni au palais de l'Élysée les 10 et 11 septembre 1959 sous la présidence du général de Gaulle, président de la communauté. Le Conseil a examiné les conditions de participation des États d'Afrique et de Madagascar à l'effort commun de défense. Les principes d'une participation accrue ont été arrêtés, en ce qui concerne notamment l'incorporation dans les forces armées, la formation des cadres militaires et le fonctionnement des comités de défense dans les États. Le Conseil a entendu d'autre part une communication du ministre des Armées relative aux modalités techniques des expériences atomiques au Sahara. L'organisation des formations spéciales du Conseil d'État et de la Cour de cassation, destinée à assurer le contrôle de la justice, a été examinée. Après un exposé du ministre des Affaires étrangères sur la situation internationale, le président de la communauté et le Premier ministre de la République française ont mis le Conseil exécutif au courant des conversations qu'ils ont eues avec le président des États-Unis. Le Conseil a examiné le texte du règlement adopté par le Sénat de la communauté. Il a estimé que quelques dispositions de ce règlement pourront être mises au point au regard de la Constitution. Le Conseil a entendu un exposé du ministre d'État chargé de l'aide et de la coopération. Il a été décidé que l'aide de la République française aux autres États de la communauté s'inscrira à l'avenir dans un plan d'ensemble arrêté en Conseil exécutif à partir des plans établis par chacun des États. Sur rapport du Premier ministre de la République française,
il a été décidé qu'un comité étudiera le problème de la nationalité. Il devra proposer une solution permettant de concilier l'affirmation de la personnalité des États et la volonté d'assurer la cohésion de la communauté. La possibilité de nationalité distincte de la nationalité commune a été évoquée. Le Conseil a procédé à un large échange de vues sur l'avenir de la communauté. Il a entendu notamment les exposés du président de la République malgache, du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, du président du Conseil de la République soudanaise, du président du Conseil de la République du Sénégal et du Premier ministre de la République islamique de Mauritanie. Le général de Gaulle, ayant souligné le caractère évolutif de la communauté, a d'autre part marqué que son évolution dépendait des progrès accomplis dans le développement de la structure des États. Le Conseil a entendu les communications du président du gouvernement de la République centrafricaine, du Premier ministre de la République du Dahomey, du ministre des Postes et Télécommunications et du ministre de l'Éducation nationale. À cette occasion, les mesures propres à faciliter l'admission des ressortissants des États africains et malgaches dans les grandes écoles et les établissements techniques supérieurs de la République française ont été arrêtées. La constitution de la communauté permet toutes les formes d'évolution, depuis l'intégration à la République française comme département d'outre-mer jusqu'au statut d'État associé et même jusqu'à la sécession. Par conséquent, le Conseil exécutif en a longuement délibéré et toutes les possibilités ont été évoquées. Et nous avons eu, en ce qui nous concerne au Mali, la Fédération du Mali, concrètement le Soudan et le Sénégal, nous avons eu à préciser notre volonté d'user de cette faculté d'évolution. Et vous avez reçu satisfaction? Eh bien, le Conseil exécutif ne peut pas, en ce domaine, donner une réponse nette. Elle ne peut qu'enregistrer la déclaration. Il appartient aux intéressés d'engager les procédures nécessaires. Encore une question, Monsieur le Président. Que pensez-vous de cette déclaration du journal anglais Manchester Guardian qui dit que vous avez tous été formés à l'école française au point d'être devenus des juristes et de traiter ce problème de la communauté en particulier du point de vue essentiellement juridique? Je crois qu'il a un peu raison et d'ailleurs nous devons tous le reconnaître. Et nous sommes tous imprégnés de la culture française et nous avons été, que nous le veuillons ou non, profondément marqués par cette culture. Au point d'être devenus essentiellement des juristes. Et des juristes, mais néanmoins des juristes tenant beaucoup compte quand même du cartésianisme français.